Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, must be funny in the riches, girl. Uh-huh. Oh, the riches, girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bienvenue, puisqu'on va commencer les présentations. Moi, je suis avant tout un militant de la pêche monnaie locale, qui est une association qui développe la monnaie locale désormais sur toute l'Île-de-France. Voilà, qui est né il y a quelques années à Montreuil-sous-Bois. La pêche est née c'est une initiative de Montreuil en transition. La transition étant la permaculture appliquée à la ville. Et dans ce cadre-là, un groupe à développer une monnaie locale comme outil de transition. Voilà. Donc, je suis ici auprès de vous sur cette question avec l'apport particulier des monnaies locales. Donc, en quoi les monnaies locales vont pouvoir, disons, transformer la société, transformer l'environnement et participer du changement actuel. Ah voilà, ça marche. Désolé, j'arrivais pas à ouvrir mon micro. Alors je me présente, donc je m'appelle Michel Boens, je suis un Belge, j'habite à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et je suis le fondateur de la fondation Pair à Pair. Donc nous étudions deux choses, le pair à pair, donc cette capacité qu'on a aujourd'hui à nous connecter en dehors de la territorialité, physique on va dire, sans intermédiaire. Et de l'autre côté, donc, cette capacité par le pair à pair de créer des communs, donc des ressources partagées. Voilà, donc ça c'est en gros mon travail avec un réseau de chercheurs et nous observons l'émergence de cette grammaire relationnelle dans la société, dans tous les domaines, entre autres dans le domaine de la monnaie. Bien, moi, je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Je ne suis absolument pas un spécialiste de ces questions-là. Il y a 2 jours seulement que vous m'avez intéressé à votre aventure et mais qui effectivement m'intéresse parce que je me suis rendu compte que dans mon parcours, j'ai plusieurs fois croisé cette thématique de la monnaie, même si j'en suis pas un spécialiste, encore une fois. Je suis théologien, pasteur de l'Église protestante et j'ai travaillé à l'étranger, en particulier au Maroc, dans des cadres très précis, les oasis du Sahara et les migrants subsahariens coincés au Maroc qui, dans les 2 cas, ont constitué des économies parallèles. On peut dire les migrants au Maroc ont constitué une espèce d'économie, pour faire court, tout à fait parallèle au système marocain. J'ai ensuite travaillé dans un organisme de relations internationales où j'ai plus particulièrement développé des relations avec l'Afrique, sur des projets de développement et autres, en essayant de favoriser justement des méthodes un peu alternatives et essayer d'entendre la manière dont les gens vivaient leur rapport à l'argent, à la richesse, à la pauvreté et donc à la monnaie.
Et c'est dans ce sens-là que je parlais dans la présentation que j'ai faite hier d'argent chaud, d'argent froid. Et j'ai découvert cette distinction qui n'est pas du tout une distinction avec laquelle nous vivons, nous, mais qui existe dans un certain nombre de pays où l'argent, la monnaie, sert à d'autres choses qu'à des échanges économiques seulement. Voilà, je pourrais raconter beaucoup d'autres choses, mais ce sont quelques éléments qui peuvent aider à me situer un peu. Je suis Bernard Ours, je suis anthropologue. Je travaille dans ce qu'on appelle plutôt l'anthropologie politique, c'est-à-dire la dimension politique dans les sociétés. J'ai travaillé sur 3 périodes ou 3 types de questions. Le politico-religieux en Asie du Sud-Est, Laos, Thaïlande, Cambodge, etc., entre le bouddhisme et les royautés bouddhistes. Et puis ensuite une vingtaine d'années d'anthropologie médicale, c'est-à-dire les systèmes de santé dans les pays en développement et les itinéraires thérapeutiques des malades. Ensuite, la période, disons, actuelle, enfin le 3e acte, je travaille surtout sur des questions globales, d'abord sur la globalisation, le développement de l'action humanitaire et des ONG, le développement à l'époque, à la fin du XXe siècle, où il était pertinent en termes de concepts et de projets. Plus précisément aujourd'hui, tout ce qui est crise de la démocratie, tout ce qui est les risques numériques pour la démocratie. Donc voilà, je crois que j'ai dit le principal. Et je vais peut-être passer maintenant à quelques mots sur les liens entre la monnaie et la démocratie. Dans quelle mesure la monnaie peut-elle être un instrument de démocratie ou d'amélioration de la démocratie ou un outil démocratique? Je crois que c'est la question de fond dans ce débat. Et de la monnaie à la démocratie, je crois que d'abord, il faut souligner que la monnaie, c'est une question de confiance. À savoir, il y a un contrat de confiance, il y a un contrat social. Bon, la dimension sociale de la monnaie, elle est majeure, même si souvent, ça s'appelle plutôt argent dans le discours général, monnaie étant plus un concept d'économiste. Mais en l'occurrence, les deux évoquent un peu la même chose, sauf que la monnaie est l'outil de transaction, mais l'argent est le flux d'échange, si je peux dire. Alors, les valeurs, les échelles d'usage de la monnaie, elles sont importantes et elles vont être abordées aujourd'hui puisqu'on parle de monnaie locale, mais il y a des monnaies nationales qui sont étatiques pour la plupart. Et bref, l'échelle de la monnaie me paraît quelque chose d'important et c'est des échelles de société au même moment. L'euro est une monnaie quasiment fédérale, même s'il n'y a pas de fédéralisme en Europe. Et en même temps, je fais remarquer que l'euro n'a pas provoqué une Union européenne au sens politique et culturel du terme. Il suffit de voir comment la Covid-19 est gérée par les pays européens pour s'en convaincre. Donc on voit très bien qu'il y a des échelles et territoriales, en particulier, d'impact de la monnaie. La monnaie, donc, c'est de la finance, c'est de l'économie et c'est de la politique. Ou c'est de la finance, de l'économie et du politique. Alors, elle permet de mesurer les inégalités, ce qui de nos jours a quelque importance, étant donné que si on ne mesurait pas les inégalités terrifiantes dans lesquelles on baigne, on serait dans un contexte global assez différent. Elle permet de mesurer les inégalités, là où le pouvoir politique vous parle toujours d'égalité, plus ou moins, ou en tout cas envoie les pouvoirs politiques de toute nature, envoie une fiction d'égalité. La monnaie permet de mesurer les inégalités. Elle permet de mesurer le pouvoir d'achat. Et dans le pouvoir d'achat, je vais vous faire remarquer qu'il y a pouvoir. Et pouvoir, c'est politique. Elle permet et il s'agit du pouvoir d'achat de citoyens consommateurs. On y reviendra peut-être, mais aujourd'hui, le citoyen est d'abord un consommateur
dans la mesure où, de mon point de vue, le marché fait de plus en plus société. On parle en général dans le flou de la presse souvent de sociétés de marché. Mais avant, les sociétés étaient des sociétés et le marché était un marché de flux économique et financier aujourd'hui qu'il est financiarisé. Mais quand la société est progressivement remplacée par le marché, évidemment, il y a des règles du jeu qui changent. Et la notion de démocratie, elle est à réinterroger. C'est une mesure aussi de l'intégration dans une communauté, dans une nation, dans une fédération comme l'Europe, ou en tout cas parafédération. C'est un instrument donc au service d'une communauté politique, qu'elle soit démocratique ou pas. Et donc, on peut s'interroger en quoi la monnaie favorise-t-elle la démocratie et quelle démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Et de nos jours, c'est pas du tout évident. Et donc, j'en viens à la fin de mon propos. On va donc aborder logiquement le pair à pair dans la mesure où c'est l'une des vertus potentielles majeures du monde numérique, en tout cas dans son premier acte. On verra, chemin faisant, que l'empire des GAFA aujourd'hui, évidemment, non pas pose une autre question, mais met la question d'une actualité même pas brûlante, c'est un incendie. Les communs, parce que le pair à pair engendre du commun, comme Michel l'a dit il y a quelques minutes. Et donc, pour lancer le débat, le moment venu, on abordera successivement tous ces thèmes. Voilà, je rends la parole, la balle au centre, comme ça avait été précisé. C'est à moi, je crois. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu le pair à pair et le rôle vis-à-vis de la démocratie et aussi de la création monétaire. Donc, le pair à pair, donc le concept même, il vient du numérique, c'est-à-dire un système où tous les ordinateurs peuvent se connecter entre eux sans passer par un serveur central. Et du même coup, c'est aussi une relation personnelle, puisque une fois qu'on a des réseaux pair à pair, chaque individu peut s'auto-organiser en communauté et créer de la valeur différemment. Et donc, on est entré dans une ère que moi j'appelle un peu cosmolocale, puisqu'en même temps, on peut être très ancré dans le territorial. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait de la permaculture et qui a ses bottes coincées dans la boue d'une façon hyper locale, mais qui en même temps travaille avec une communauté mondiale où se fait tout l'apprentissage autour de la permaculture, les échanges, les innovations, etc., etc. Et donc, ça donne qu'aujourd'hui, on est très, très fortement dans deux dimensions. Et donc, le pair à pair, ça crée des systèmes contributifs. Donc, mon point de vue, c'est qu'on est d'entrée dans une ère où il y a l'émergence de nouveaux régimes de valeurs. Donc, on a le régime de valeurs, on va dire, capitaliste, qui est basé sur la rareté, qui donne la valeur à une ressource qui vient du travail, etc. Mais une fois qu'on est dans une communauté pair à pair, on est dans le contributif, c'est-à-dire que la valeur centrale qui crée la communauté, c'est la contribution en commun. Et donc, on va juger la valeur d'une façon totalement différente. Alors, typiquement, pour une communauté qui se constitue en pair à pair, c'est qu'il y a la communauté productive, qui est un système ouvert et collaboratif, que ces communautés cherchent à vivre de leur travail, donc ils vont créer des coalitions entrepreneuriales, mais si ça marche bien, et donc ça, c'est pas le modèle GAFAM, évidemment, ils vont créer des relations non extractives avec la coalition entrepreneuriale. Donc, on a une économie éthique qui se constitue autour de ces communautés. Et finalement, on voit qu'ils sont souvent gérés, enfin presque toujours, par des associations que moi j'appelle en anglais for benefit associations. Donc, c'est les fameuses fondations qu'on trouve, Linux Foundation, Drupal Association, etc. et qu'on trouve aussi dans les communs urbains. Et donc, ça, c'est une triptyque qui fonctionne autour de cette valeur contributive.
Alors, typiquement, au niveau de la monnaie, on va voir qu'il y a des changements qui vont s'opérer sur la vision de la monnaie. Premièrement, donc on doit s'imaginer qu'une communauté pair à pair crée une sorte de membrane autour de soi. Et puisqu'elle domine pas le monde, elle peut quand même opter pour une souveraineté de la valeur, c'est-à-dire créer au-delà du système monétaire dominant des poches de valeurs différenciées. Donc, on appelle ça la comptabilité contributive. En général, ce sont des réseaux. Donc, on va instaurer des flux, c'est-à-dire des comptabilités de flux. Et puis, dernièrement, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on est en train de développer des technologies de flux matière-énergie. Donc, c'est-à-dire de vraiment intégrer les limites planétaires dans la prise de décision qu'on peut prendre dans ces écosystèmes. Alors, tout ça est intéressant pour la démocratie. Pourquoi? Parce que donc on a des communautés auto-constituées autour d'un objet partagé. Donc, tout le monde travaille ensemble parce qu'on veut créer quelque chose en commun. Et donc, ça crée une sorte de logique communautaire de contribution. Des communs, par définition, s'ils sont des vrais communs, ils sont gérés soit par la communauté, soit par des accords entre un multipartenariat. Donc, ça, c'est tout le travail d'Ostrom qui a eu le prix Nobel en 2009 pour ses études sur la gouvernance des communs. Donc, tout ça est autogéré. Donc, moi, je trouve que les communs sont donc aussi des écoles d'autogestion. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, aujourd'hui, au niveau monétaire, ça, vous avez beaucoup parlé déjà, c'est les monnaies locales. Ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que ça permet de protéger les circuits locaux. Il y a aujourd'hui tout le développement des monnaies crypto, qui sont quand même s'ils sont souvent libertariens, etc., ce sont des communautés autoconstituées. Et moi, je trouve ça très intéressant pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on est dans la souveraineté sociale de la monnaie. C'est-à-dire que pendant 400 ans, on a eu le monopole des États. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des communautés extraterritoriales qui ont développé cette capacité de créer leur propre monnaie. Alors, on peut critiquer la façon dont ces monnaies sont constituées pour le moment, mais on peut aussi changer ces constitutions. C'est-à-dire qu'on peut, du point de vue de l'équité et des communs, créer des monnaies crypto qui adhèrent à des valeurs différentes que les valeurs marchandes. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des monnaies programmables et intelligentes qui peuvent intégrer dans leur design les limites planétaires. Je donne un petit exemple pour que tout le monde comprenne. C'est la Fishcoin, par exemple, qui est destinée aux communautés de la pêche et qui a pour but donc d'assigner une forme de monnaie intelligente qui représente les limites de la pêche. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas pêcher plus pour pas mettre en danger la reproduction des poissons. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à, évidemment, faire la synthèse des deux. Donc, moi, je suis un grand fan d'un projet que vous connaissez peut-être pas encore, qui est le projet Sarafu au Kenya, qui fonctionne dans les bidonvilles de Mombasa. Donc, ça part a priori des chamas, donc c'est-à-dire des communautés, souvent des femmes, qui font une épargne rotative. Donc, en anglais, on appelle ça Rotating Savings and Loan Associations. Donc, vous avez un groupe de 50, 70 personnes. Et chaque mois, la somme qui est collectivement épargnée peut servir à des investissements d'une des personnes de ce groupe. Et donc, chaque mois, il y a quelqu'un qui peut investir grâce à ces groupes d'épargne. Mais ce qu'a fait Will Ruddick, qui a créé ce système à Mombasa, c'est de lier cet argent communautaire de crédit mutuel avec la blockchain. Et donc, du coup, tout le système devient transparent. Et donc là, dernièrement, ils ont augmenté par 600% donc la vélocité des échanges dans ces communautés. C'est des communautés ultra pauvres, donc qui ont fait une énorme différence dans le travail. Et en même temps, c'est un projet donc qui est autogéré par ces groupes de femmes qui créent des communs, etc. Donc c'est un projet très intéressant. Et c'est là, je crois, qu'on voit un peu le potentiel
un, c'est le changement du régime de valeur, et deux, c'est l'autogestion de ces systèmes monétaires par les communautés eux-mêmes. Donc, moi, je crois que ça donne énormément de potentiel. Alors, je vais terminer juste par une sorte d'image de ce qu'on peut s'imaginer. Donc, imaginez un écosystème, donc une cyber-infrastructure qui a un premier étage qui est la coordination mutuelle libre, c'est-à-dire comme aujourd'hui on voit dans les communautés open source, dans les communs urbains, c'est que les flux sont transparents. C'est-à-dire que chaque personne peut librement s'adapter à l'écosystème, ce qui n'est pas possible avec la monnaie qu'on a aujourd'hui, qui n'a aucune transparence de ses impacts et de ses externalités. Deuxièmement, et la deuxième couche, c'est que c'est des comptabilités de flux qui commencent à émerger, c'est-à-dire que dans la comptabilité capitaliste, donc à double entrée, on voit uniquement ce qui rentre et qui sort chez soi. Aujourd'hui, dans ces nouvelles formes de comptabilité, ça s'appelle en anglais Resources Events Agents. En fait, chaque transaction nous montre notre place dans l'écosystème. Et donc là, on a une couche marchande, mais éthique, c'est-à-dire qu'on peut programmer l'argent pour reconnaître les externalités positives et négatives. Et dans le troisième niveau, c'est justement donc c'est comptabilité thermodynamique. Donc je vais vite vous expliquer, je termine. Donc en anglais, ça s'appelle Global Thresholds and Allocations. Donc c'est un système où un groupe de scientifiques détermine les pivots négatifs de tous les stocks dont l'humanité a besoin. Donc, c'est-à-dire le cuivre, les forêts, etc. Et donc, on a la connaissance des pivots négatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un seuil sans détruire la capacité de renouvellement de cette ressource et qui est évidemment aussi des écosystèmes vivants. Et donc, tout ça se répercute dans en fait les comptabilités contextualisées de chaque entité économique dans cet écosystème. Alors, ça n'existe pas encore in toto, mais le travail de la P2P Foundation, c'est de montrer qu'en fait, tous les éléments du puzzle sont déjà présents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des communautés, des projets, des prototypes qui travaillent à tous les aspects de cet écosystème en formation. Et donc là, je crois que c'est très intéressant parce que ça marie en fait le local et le translocal dans une vision intégrée de la planète et de ce qu'on peut faire pour satisfaire les besoins de l'humanité sans faire du tort au reste des êtres vivants. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Hein. C'est peut-être à vous maintenant de continuer le débat. Moi, j'aurais envie d'entendre Bernard avec le point de vue anthropologique sur cette question j'allais dire, de l'ouverture à écosystémique, en fait. Voilà. Et ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Oui, alors, d'abord, non pas une réaction, mais ni une objection, mais est-ce que les technologies numériques peuvent être un instrument d'émancipation politique? Certainement. Le peer-to-peer en est un exemple, la première génération d'Internet, etc. Malheureusement, on sait que les GAFAM d'aujourd'hui, parce que le propos de Michel, sans placer dans le paysage l'ogre GAFAM, il invalide pas du tout son propos. Mais quand on a l'ogre au-dessus de la tête, on peut pas être dans une posture d'un optimisme que je n'oserais pas qualifier de BA parce que ça serait inamical, mais il comprend très bien ce que je veux dire, Michel, je pense. Donc, je suis absolument convaincu que c'est une piste à poursuivre, à travailler. Simplement, il faut mesurer à chaque pas
la puissance de l'adversaire. Et tous ces éléments d'émancipation, à chaque pas, à chaque clic, avec les algorithmes, etc., on sait très bien que l'open source, elle n'est pas open, elle est hyper verrouillée, sauf quand elle passe par les canaux qu'évoquait Michel. Et donc, il ne s'agit pas de jeter aux orties tout espoir, toute aspiration, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument, en même temps, parce que si ce n'est pas en même temps, ça fragilise les propos d'émancipation technologique, en même temps, bien peser l'énorme poids dont les États essayent vaguement de se sortir, et ça évolue favorablement, mais on part d'une situation d'une noirceur totale. Voilà, je termine mon propos sur ce point pour en revenir à la question de Peter. Alors, la notion d'écosystème, moi, ce qui me frappe comme anthropologue, c'est que d'abord, c'était une notion d'ordre écologique, comme son nom l'indique, et qu'aujourd'hui, elle est devenue la métaphore de toute organisation qui s'intègre dans un système. Ça a commencé par l'écosystème de l'entreprise. Donc, je vous rappelle, le capitalisme contemporain fait un usage énorme qui lui permet de transformer la société en marché. J'insiste là-dessus. L'impact de l'utilisation tous azimuts de la notion d'écosystème, elle est de moins en moins écologique. Vous comprenez que c'est la métaphore de n'importe quel groupement. Et à partir de cela, on le remplit de n'importe quel gaz, y compris des gaz très volatiles, par certains. Bref, on a compris la crainte. Enfin, il y a une dérive à cet égard. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Peter, mais si je peux peut-être réagir en vitesse. Donc évidemment, je suis au courant des GAFAM. Donc on a un temps limité, donc je voudrais juste expliquer que donc ma démarche, elle part d'une sorte d'a priori qui est le point de vue des commoners. C'est-à-dire comment est-ce qu'on voit le monde quand on est soi-même engagé dans la construction d'un système de valeurs qu'on voudrait être post-capitaliste. Alors évidemment qu'en même temps, on doit tenir compte de toutes les contraintes de la politique et de l'économie et de la force qui est dominante dans notre société. Mais en même temps, on n'est jamais sans agency, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que même dans les pires situations, on peut agir. Et moi, je rappelle toujours à mes amis que Mondragon, qui est la plus grande coopérative dans le monde, s'est constituée sous le fascisme. Donc, ils ont réussi à créer quelque chose qui est tout à fait remarquable dans le Pays Basque, dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, le point de vue des commoners, c'est simplement donc, comment crée-t-on des communs et comment renforce-t-on nos communs. Donc, c'est comme si on était un peu dans les villes médiévales des travailleurs de guildes. Donc, on sait très bien qu'il y a la féodalité, qu'il y a le poids de l'Église, et on va essayer de s'auto-constituer en tant que force. Et alors, ça va marcher pendant 3 siècles, et puis la fête est finie. Donc, tout ça, c'est l'histoire. Et en fait, moi, je crois qu'on peut voir l'histoire d'une façon assez consistante, comme une lutte continue entre ces deux polarités des systèmes dégradatifs. Donc, on augmente la consommation de l'élite à un prix écologique et social, et en même temps, une résistance continue, une création continue, on va dire, des communautés productives qui avant étaient territoriales, pour s'essayer de quand même s'en sortir dans des contextes. Et donc, je crois aussi qu'il y a aujourd'hui 4 modèles qui font la compétition. Donc, les GAFAM, c'est un modèle capitaliste qui est extractif des communs. Je crois que c'est important à comprendre. Ils n'engagent plus des salariés, ils nous font échanger. Donc, en fait, moi, j'appelle ça un capitalisme proudhonien. Proudhon, il disait que la survalue venait de la coopération entre les humains. Et en fait, ce que les GAFAM ont compris, c'est qu'ils font des plateformes. Il y a un pair à pair fictif
qui se passe on va dire, à la surface, mais tout l'intérieur du système était vraiment verrouillé dans un système autoritaire. Et je suis, comme vous, très engagé contre ce modèle. Alors, il y a un deuxième modèle qui est le modèle libertaire, qui est le capitalisme distribué. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi bien regarder parce qu'ils ont quand même déjà 1 milliard, 2 milliards en capital. Donc, c'est des gens intelligents et qui ont beaucoup innové au niveau technique. Donc, moi, j'habite à Chiang Mai, qui est en dehors du Covid, en dehors de cette période, la capitale des nomades digitaux. Il y a 25 000 personnes ici qui travaillent en distanciel. Et moi, je vois ça quand même aussi comme des travailleurs qui essayent de développer une économie autonome. Avec leur idéologie que je n'adhère pas, mais qui est très intéressante parce qu'ils essayent, alors, par exemple, quand on fait donc des levées de fonds distribuées dans cette économie-là, 40% des fonds vont vers les travailleurs, je crois que le mouvement ouvrier n'a jamais réussi à faire ça. Évidemment, c'est une élite, c'est une aristocratie du travail. Alors, le troisième modèle qu'on peut reconnaître, c'est les modèles qui partent du local, mais qui vont dans le translocal. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les urbains communs. Et depuis 2008, ils ont décuplé dans les villes du monde entier. Donc, on a fait une étude de 1000 communs urbains, 500 dans le nord et 500 dans le sud. Et c'est vraiment partout. C'est depuis la crise de 2008. Les citoyens urbains, en tout cas une minorité agissante entre eux, de 3-4% peut-être, se sont engagés aujourd'hui dans une vraie construction de systèmes d'approvisionnement qui sont orientés vers les communs. Vous connaissez tous les CSA, les AMAP. Aujourd'hui, par exemple, il y a un projet aux Pays-Bas qui s'appelle Herenboeren et qui vise à mettre en commun 65 000 acres, je ne sais pas comment on dit en français, hectares peut-être, de terres agricoles dans un modèle qui est propriété des consommateurs, donc une propriété collective des consommateurs qui font des accords avec les paysans, des contrats écologiques avec les paysans. Donc ça, c'est un modèle qui part du local, mais qui va s'internationaliser pour échanger, on va dire, tout ce qui est technique et scientifique. Et le quatrième modèle, qui est quand même aussi important, c'est celui-là qui part du global et puis qui descend vers le local. Je vais peut-être vous donner un exemple avant de terminer. C'est le réseau des multifactories. Donc, en Europe, aujourd'hui, il y a 120 coopératives de production d'artisans. Ils vont souvent dans les friches industrielles. Ils mutualisent leur outil de travail. Donc, ils travaillent la matière, donc le textile, le métal, etc. C'est pas des makerspace, c'est-à-dire c'est pas des gens qui font des hobbies numériques. C'est des gens qui vivent de leur travail. Et en même temps, ils ont créé ce qu'ils appellent leur Invisible Factory, donc leur usine invisible, et qui est le commun, qui unit toute la connaissance de ces 120 lieux qui sont dispersés en Europe. Donc ça, sont quand même des modèles très, très puissants, puisqu'ils sont autant ils sont autogérés au niveau local, mais ils visent à une échelle, et donc une force commune. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pourquoi la démocratie ne marche pas aujourd'hui. C'est parce qu'elle est nationale et que le capital est devenu transnational. Donc, on n'a plus la force au niveau démocratique des nations de discipliner un capital qui est devenu mondial. Et la seule solution, à mon avis, c'est de projeter la force civique, la force du travail, la force des communs, au même niveau que la force du capital. Donc, on n'est pas ici dans l'international, on est dans le transnational, dans le translocal. Et à mon avis, c'est quelque chose de très important au niveau des stratégies d'émancipation aujourd'hui. Je vais prendre la parole une minute par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis parfaitement d'accord. Les communs sont une piste majeure dans la mesure où l'environnement est le principal ressort nouveau de solidarité dans le monde contemporain. Les autres ressorts sont la République, la citoyenneté politique classique, celle des Lumières. Les Lumières sont éteintes. Les hommes politiques peuvent faire des incantations en la matière et la République est mal en point, etc. Toutes les phraséologies qui polluent le débat franco-français sont tout à fait symptomatiques à cet égard. Mais la démocratie n'est pas
ne peut pas être une communauté numérique. C'est autre chose. Ou alors, il faut inventer, et je crois qu'il y a inventé, mais aujourd'hui, et j'ai terminé, la société civile, on est en train de la remplacer comme la société par le marché, par la notion de partie prenante. Partie prenante dans une communauté, c'est un lien social et politique d'une toute autre nature que la citoyenneté historique qu'on incante en permanence désormais. Voilà, je voulais pointer ça. Je veux dire, la démocratie, alors j'ai entendu ce qu'a dit Michel sur où est-ce qu'il place le diagnostic de crise de la démocratie. C'est tout à fait juste, mais à mon avis, il y a plein d'autres plaies dans les flancs de la démocratie, dont celle qui considère à transformer les gens en partie prenante. Quand à chaque pas, on nous demande sur Internet notre enquête de satisfaction, je suis désolé, ce n'est pas un monde démocratique. C'est un piège à C. Vous avez compris ce que je veux dire. Est-ce que je peux te demander à Jean-Luc Blanc d'expliquer un peu plus en détail ce qui se passe au Maroc? Et peut-être aussi, il y a peut-être des liens entre justement cette migration qui est déjà translocale, puisque ces gens se sont déplacés, et comment ils arrivent à survivre dans un autre pays. Donc, est-ce qu'il y a aussi des aspects, on va dire, translocaux dans leur technique de survie? Oui, alors la communauté subsaharienne migrante au Maroc est une communauté donc qui existe en tant que telle, mais avec des sous-communautés nationales ou ethniques. Il s'est réveillé assez rapidement dans les années entre 2000 et 2010. On s'est rendu compte que les aides sociales, bien sûr, ne suffisaient absolument pas pour permettre à ces communautés d'exister et de vivre, et non seulement ne suffisaient pas, mais n'étaient pas avec tous les inconvénients d'une aide sociale, assistanat, etc., et qu'il fallait permettre à ces communautés d'exister en tant que telles à l'intérieur d'un système qui ne voulait pas d'elles. Et donc, petit à petit, se sont développées des filières parallèles au niveau professionnel, où les migrants subsahariens, en fait, créaient des commerces, des petites entreprises qui fonctionnaient majoritairement, très largement majoritairement, dans la communauté subsaharienne, au-delà de leur propre petite communauté, hein, c'est-à-dire que des Congolais pouvaient très bien vendre à des Camerounais ou à des Nigérians, ça ne posait pas de problème, et l'État marocain laissait faire tant que ça restait dans la communauté subsaharienne. Et donc, il fallait gérer, bien sûr, ces échanges, et toutes sortes de sous-systèmes, je dirais, ont été mis en place, tout à fait empiriques. Personne n'a décidé un jour, aucun organisme social, ni le Maroc, ni l'Union européenne qui avait regardé de très près ce qui se passait là, n'ont décidé qu'un jour qu'on allait gérer les échanges de telle ou telle manière. Alors, dans certains cas, il y a de l'argent local, local marocain qui a circulé. Dans d'autres cas, c'était de l'échange de services. Dans d'autres cas encore, des promesses de remboursement à l'africaine, c'est-à-dire que je te prête ça, mais tu ne vas pas me rendre exactement la même chose. Un prêt n'engage pas obligatoirement un remboursement exact du prêt. C'est je te prête et en retour, tu vas faire quelque chose pour moi. Mais on ne sait pas trop quoi au moment où on prête. Et donc, il y a une ONG donc, qui a travaillé beaucoup avec les migrants, le comité d'entraide international à l'époque, dont j'ai été le président, qui a beaucoup travaillé avec eux en essayant d'accompagner cette multiplicité de démarches. Moi, ce qui m'a sidéré là, c'est la multiplicité de solutions que ces gens en situation d'énorme précarité arrivaient à trouver. Et pour eux, c'était vital.
On n'était pas du tout dans une réflexion sur du quantitatif, d'engranger de l'argent avec des projets ou quoi que ce soit. Non, on était sur du binaire. Ça marche, on vit, ça marche pas, on meurt. Et donc, l'argent se trouvait jouer un rôle totalement différent de ce qu'il joue dans une économie où on est dans du quantitatif, où on peut accumuler, où on peut garder, etc., etc. Voilà un peu comment j'ai vécu ça avec les migrants. Mais une autre expérience au Maroc, moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'était dans les oasis. Je me souviens d'une discussion, et je crois que l'anecdote parle d'elle-même. Une discussion entre des agriculteurs du Poitou-Charentes, un voyage organisé par la FRSEA du Poitou-Charentes, donc le syndicat des agriculteurs, et le syndicat, c'est pas le syndicat alternatif, la FNSEA, c'est le syndicat majoritaire qui ne remet pas en cause le système de l'agriculture intensive, etc., etc. Et donc, ces agriculteurs visitant une oasis assez isolée, qui vivait encore selon les traditions, et je vois encore cet agriculteur de Poitou-Charentes demander, avec traducteur au paysan local, mais combien ton champ te rapporte? Devant le regard dubitatif du paysan local, notre homme renchérit en disant, mais combien de quintaux à l'hectare ça produit un champ comme ça? Et l'autre, il a répondu au bout d'un petit moment, il dit, mais quand ça marche bien, ça me permet à moi et à ma famille de vivre. Ouais. Autrement dit, le but de l'économie dans un cas comme ça, c'est ça marche, ça me permet de vivre, ça ne marche pas, ben je ne vis plus, je meurs. Ou il faut que je parte, j'émigre, je disparais. On n'est pas dans du quantitatif, on est dans du binaire, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors qu'évidemment, le paysan du Poitou-Charentes, lui, il est dans du quantitatif, dans une réflexion quantitative, quoi, au sujet de sa production. Voilà un peu ce que le Maroc, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce temps au Maroc. Exemple local dans ta pratique? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Ça a été le micro a été mis. Oui, je demandais à Peter s'il pouvait peut-être aussi apporter son expérience concrète par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Bon, au niveau moi c'est une modeste expérience de monnaie locale. Il se trouve que historiquement, la pêche monnaie locale est la première véritable monnaie locale qui s'est développée en Île-de-France et à laquelle j'ai participé depuis le début. Donc voilà. Mais en tant qu'utilisateur, eh bien, je pourrais dire que ce moyen de paiement, et c'est là que je retrouve tout à fait les exemples des uns et des autres. Il y a toute une symbolique. Il y a en fait, quand je sors un billet de ma poche, et je ne fais pas que sortir un billet, je sors un système de valeurs. Hein. Et je dirais, dans le côté tout ou rien ou binaire qu'évoquait Jean-Luc, eh bien, s'inscrit en creux un acte qui est que quand je paye ma boîte de je sais pas quoi en pêche, eh bien je sais que en ce moment, au même moment, je ne suis pas en train de développer l'industrie polluante, je ne suis pas en train de blanchir l'argent de la drogue, et je ne suis pas en train de favoriser la spéculation internationale virtuelle. Voilà.
Et ça, moi, je le ressens, j'allais dire presque dans ma chair, c'est-à-dire que au moment de cet acte banal de payer mon, voilà, au bio du coin, eh bien, il y a tout ça qui intervient en même temps que le geste très basique du billet de banque. Hein. Alors, du billet de banque, de la monnaie, la pêche. Donc, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est justement que finalement, ce sont des outils, toutes ces monnaies. Alors, on n'a pas parlé, par exemple, de la monnaie libre aussi, qui est encore un autre système qui est vraiment très très intéressant et qui est aussi basé sur la blockchain. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose derrière. Il y a, ce sont en fait. Alors moi, j'ai un point de vue un peu assez radical sur le fait que aucune technique n'est innocente. Voilà. La technique, elle est le produit de l'histoire. Elle est produite au moment où elle apparaît. Par exemple, les grandes inventions. Vous savez que la plupart beaucoup d'inventions ont été trouvées au même moment dans des endroits très différents du monde. Et c'est que, pour moi, c'est la preuve que tout est connecté. Et la technologie est donc le produit de l'histoire humaine. Et donc, la technologie qui consiste à faire des monnaies locales, eh bien, elle apparaît à un moment particulier. Moi, il se trouve que je suis assez branché sur la permaculture, et c'est pas un hasard que la première monnaie locale européenne, au sens moderne du terme, parce que les monnaies locales, ça existe depuis le Moyen-Âge, hein, mais la première monnaie locale moderne est apparue à Totnes quand justement un prof de permaculture a voulu proposer la permaculture à une ville. Et la monnaie locale a été un des outils de cette transformation permacole. Ça a été la première ville en transition. C'est le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins. Eh bien, tout ça, ça compte dans le développement de ces technologies et c'est inséparable. C'est-à-dire que le jour où, par exemple, on va voir apparaître des monnaies locales capitalistes, ça veut dire tout simplement que le système aura récupéré ce qui est l'essence de la monnaie locale pour n'en garder que l'aspect technique, hein, puisqu'on sait très bien que c'est comme ça que le système récupère les choses, c'est-à-dire il les vide de leur substance et il n'en garde que l'aspect technique. Le dernier exemple en date, c'est la permaculture. Maintenant, la permaculture, ça devient, dans certains cas, un business. C'est-à-dire que on parle de lasagne, on parle de culture en but, etc. Et ça permet d'évacuer complètement le pourquoi du comment, c'est-à-dire la question du sens. Voilà. Et moi, je suis très très attaché à cette question du sens parce que je sais très bien que si on évacue le sens, eh bien c'est là qu'on arrive, je veux dire carrément à des modèles de société dictatoriaux, quoi, complètement. Voilà. Moi, je voudrais peut-être faire Pardon. Vas-y, Bernard. Merci. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Peter. La capture ou la neutralisation des alternatives, c'est quelque chose qui en effet est extrêmement documenté et tu as parfaitement raison d'en parler parce que c'est aussi dangereux que les GAFAM, si je peux dire, dans un autre champ. Je veux dire, le capitalisme aujourd'hui a une extrême capacité et il a des équipes de travail entières qui sont en train d'observer. Et alors, encore une fois, c'est pas une façon de dévaloriser les initiatives alternatives. C'est une façon de dire qu'elles sont en danger et en état de risque permanent. Ce que tu viens de dire d'une autre façon. Et le capitalisme est en train de se moraliser. Il est en train de se blanchir à grands pas. Le méchant capitalisme
siècle, du XXe siècle, est en train de faire des entreprises à mission, de s'équiper d'investissements éthiques. Enfin bref, j'ai pas mal travaillé là-dessus depuis quelque temps. Il y a tout un travail. Que les capitalistes soient de bonne foi ou qu'ils le fassent par nécessité commerciale, il y a les deux. C'est une fausse question. On sait très bien qu'ils ne sont pas angéliques, mais ils ne sont pas nécessairement diaboliques non plus. Bref, et ils ont bien compris le virage environnemental, par exemple, les entreprises, comment dire, l'investissement socialement responsable, c'est social et environnemental. Il y a toute une littérature technocratique extrêmement abondante dans laquelle on baigne. Alors, c'est à la fois du baratin et en même temps, il y a plein de pratiques derrière. Alors, d'un côté, on vire le PDG de Danone parce qu'il est un peu trop à mission, justement, un peu trop social et un peu trop environnemental. Mais en même temps, vous avez Total qui affiche son ambition dans 20 ans de faire que du sans carbone ou quelque chose comme ça. Je caricature, mais on a compris ce que je veux, le poids où je mets le doigt. Et donc, comment dire, ce tournant du capitalisme, il faut l'intégrer comme un facteur de gestion de tous les projets qu'évoquait par exemple Michel. Je veux dire, il rentre dans le paysage comme un des facteurs, non pas mineurs, mais d'un facteur majeur, parce qu'il y aura une sorte de concurrence entre ce qui était alternatif au XXe siècle, puisque le capitalisme a décidé d'être alternatif, mais il ne va pas l'appeler alternatif. Il va considérer, il va dire, c'est dans notre écosystème, dans notre morale environnementale et sociale, etc. Et donc, dans ce champ-là, qui est politique complètement, hein, c'est de faire des intox et des représentations des gens pour les faire cliquer oui, I like, ou pour les faire voter pour tel ou tel sujet de société. Un dernier point à chaud, parce que c'est plus vivant, je crois que l'un des avantages de l'échelle locale, pour rester dans le sujet de Peter, c'est que ça permet, de mon point de vue, de beaucoup mieux maîtriser le risque de toxicité dont les réseaux sociaux sont porteurs. Je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont toxiques en tant que réseaux sociaux. Je suis en train de dire que les réseaux sociaux sont un lieu de violence horizontale, de délire et d'invective collective qui est en train de se développer et qui a alerté pas mal de gens, et quand même pas. Donc, il n'y a plus de scène de débat démocratique. Et là, j'en viens à mon sujet démocratique. Le débat démocratique est complètement occulté par des échanges d'invectives, dans la mesure où chaque parole individuelle sur les réseaux sociaux, elle est souveraine. Et elle est beaucoup plus souveraine que, de mon point de vue, que la souveraineté qu'évoquait Michel tout à l'heure, à propos de laquelle j'étais en désaccord. Voilà, la blockchain est-elle souveraine? À mon avis, c'est une fiction de souveraineté. Mais ça, il pourra donner son point de vue. Ça me paraît une parfaite fiction de souveraineté. Mais j'en viens à la prise de parole au type une certaine mise en avant du type de prise de parole politique gilet jaune. Hein. C'est toi qui faisais allusion antérieurement au gilet jaune, Peter. Il y a une exigence de souveraineté verbale. Qui c'est qui parle? C'est moi. Moi, comme individu, et je vais me mettre en communauté avec les gens qui partagent mon point de vue. Et avec la sauce algorithmique, évidemment, ça va monter en mayonnaise très très vite. Et les médias, ça va devenir un sujet de médias, de débat dans les télévisions circulaires. Voilà, je reste là, mais ça me paraît important. Peut-être une petite remarque au niveau de la neutralité de la technologie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Peter parce que effectivement, une technologie, c'est déjà un design. Donc, c'est déjà des gens qui ont agencé un design pour créer la technologie. Et on voit très bien, par exemple, par l'Internet, Bernard l'avait déjà un peu mentionné. Donc, au début, c'est en fait un projet militaire, mais c'est les sous-officiers qui veulent, qui disent qu'il faut absolument un système horizontal parce que quand il y a une guerre nucléaire, la centralisation ne marchera plus. Il y a une deuxième couche qui se crée, c'est quand les scientifiques en fait prennent cet Internet et commencent à l'utiliser pour l'échange
de données scientifiques. Et donc là, il y a une vraie communauté pair à pair qui se crée. Ça se démocratise en 93 avec le browser et le web. Et c'est là, donc, effectivement, que les GAFAM se créent après et se grèvent dessus, et puis les États, etc. Et donc, on voit que l'Internet, en fait, c'est des couches différentes qui, chaque fois, ont été créées, ont un design approprié à la dominance contextuelle dans un moment donné. Mais je voudrais étendre ce même principe au niveau des cryptos. C'est-à-dire que les cryptos, pour moi, simplement, c'est une mise en échelle non territoriale. Et ça peut se faire d'une façon libertaire. Donc, on voit le design du blockchain aujourd'hui, c'est quoi? C'est des monnaies marchandisées. Donc, toutes les monnaies crypto, pratiquement, sont des monnaies marchandes qui dépendent de l'offre et la demande. C'est des contrats individuels, les smart contracts, etc., etc. Mais on peut aussi faire monter d'échelle avec des cryptos, mais avec des cryptos qui sont orientés vers les communs. C'est-à-dire, on peut faire des smart contracts, on peut faire des Ostrom contracts, c'est-à-dire des contrats collectifs qui sont la constitution d'une communauté particulière qui est orientée autour d'un objet ou d'un sujet. Et donc, au niveau de la souveraineté, moi, je suis un peu, moi, je dirais que la souveraineté, c'est pas, à mon avis, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des souverainetés territoriales qui dépendent de facteurs comme une force militaire, etc. Mais on voit bien aujourd'hui que le capital a une souveraineté. Et il n'a pas particulièrement un territoire. Ils sont liés à certains États, mais l'argent, il peut très, très bien circuler et détruire un État quand ça ne convient plus. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mini-souverainetés qui ne sont pas nécessairement liées à un territoire physique. Mais moi, je crois honnêtement qu'il y a des territoires virtuels aussi. Et c'est l'intersection entre les deux aujourd'hui qui va donner la société à venir. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est le Moyen-Âge européen, parce que dans le Moyen-Âge européen, il y avait des empires de nom, mais qui étaient très faibles, qui n'avaient pas vraiment du pouvoir. Il y avait l'Église catholique, qui avait un pouvoir continental, mais en même temps qui était miné de contradictions avec les congrégations. Et puis il y a les villes libres qui avaient leur propre contrat et leur charte de droits et de devoirs prélocalisés. Donc moi, je crois qu'on va plutôt vers une situation de ce type-là, c'est-à-dire une sorte de fragmentation de la souveraineté. Alors, je suis pas spécialiste, mais j'ai vraiment envie d'aller revoir, et peut-être que Jean-Luc Blanc connaît, donc c'est-à-dire les grands penseurs de la Réformation comme Dooyeweerd, qui ont développé des idées de la souveraineté qui ont été écartées, mais qui sont à mon avis très intéressantes, parce qu'il y a une sorte de souplesse dans cette pensée de souveraineté fragmentée, et qui, à mon avis, c'est le langage qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir se projeter dans le politique. Je voudrais, après, je suis aussi, je crois, le gardien du temps et je vais devoir me faire passer au sujet suivant, mais comme j'ai été interpellé, je voudrais juste réagir. Alors, Dooyeweerd, il y a très longtemps que je n'ai pas lu Dooyeweerd, mais j'ai lu Dooyeweerd dans un passé lointain. Mais je pensais, moi, plutôt à un penseur comme Jacques Ellul, qui a développé quand même l'idée selon laquelle la souveraineté, de toute façon, nous sommes soumis à des puissances qui nous excèdent et nous dépassent. Et que ce que l'on peut faire face à cette souveraineté de l'économique et de la monnaie, c'est provisoirement, parce que c'est toujours provisoire, c'est toujours dans l'instant, parce que après, comme ça a été dit tout à l'heure, tout système a tendance à un peu se refermer sur lui-même. On peut s'appuyer sur une autre force, une autre dimension qui nous permet de remettre en cause le système dominant dans lequel on se trouve. Et pour moi, les monnaies alternatives, disons, sont une force sur laquelle on peut s'appuyer dans des moments clés de l'histoire pour remettre en cause le système dominant.
Et peut-être tout à l'heure, on aura plus le temps d'en parler dans la deuxième partie, mais moi je crois qu'il y a, je crois en accord, enfin, dans le prolongement de ce que disait Ellul, justement, je crois qu'il y a une vraie sacralisation de l'argent. On est là avec religion contre religion, hein, c'est quasiment religieux ce qui se joue là. C'est-à-dire que ça dépasse notre rationalité. On est là avec une puissance de la monnaie qui dépasse chaque individu. Personne ne maîtrise la monnaie totalement. Personne ne maîtrise ça. C'est le système qui maîtrise l'humain. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Sur quoi on s'appuie pour pouvoir, à un moment donné, dire non ou réorienter les choses. Et voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Je crois que là, il va nous falloir passer au débat suivant. Je suis désolé, hein, mais on m'a attribué, moi, le candide de cette rencontre, on m'a attribué cette fonction-là que j'avais pas réalisé que je devais faire ça aussi, mais qui est de mettre fin à la première question pour engager la seconde, qui est donc la démocratie dans les nouvelles expériences monétaires. Et donc, voilà, je mets la parole au centre et je laisse ceux qui sont plus compétents que moi dans ce domaine commencer à s'exprimer et puis ensuite nous entrerons dans le débat. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire et rentrer en même temps dans le sujet, dans le deuxième thème, rebondir sur ce que disait Michel il y a 5 minutes, les souverainetés multiples. Je crois je partage parfaitement ce point de vue, qu'on va vers une multiplication de micro-souverainetés ou de méso-souverainetés, mais enfin plutôt de micro d'ailleurs, parce que pour le moment on va fleurir des micro-communautés. Si elles étaient méso, ça serait déjà pas mal pour pas mal d'alternatives en termes d'échelle. Mais moi, comment dire, immédiatement je mets la question sur la table. Où va s'opérer la totalité, l'articulation? Enfin, comment dire, la société ne peut pas être qu'une somme de micro-communautés. Il y a des endroits où il va y avoir nécessité de débat, d'articulation, etc. La monnaie peut être un instrument de synthèse, si je peux dire. Enfin, j'en sais rien. Mais quand je dis la monnaie, c'est au singulier. Mais s'il y a plein de monnaies locales, j'ai pas d'objection sur les monnaies locales en principe. Mais la question que je pose, c'est où ça va s'articuler pour ressembler vaguement à une société et non pas à une somme de communautés qui se tirent dessus comme aux États-Unis. Si je peux me permettre, si je rapporte ces réflexions à la question de la monnaie locale telle qu'elle est actuellement, comme un des moyens, un des moyens, moi je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, je dirais, politique ou philosophique, qui est quelles sont les raisons qui font que une communauté d'individus décide de créer une monnaie locale. Et puis, il y a la réalité, je dirais, concrète et institutionnelle, c'est-à-dire la monnaie locale, quelle est sa forme dans la société actuelle, et par exemple en Occident et en France, quelle est sa forme juridique, par exemple. Et la question, c'est comment ces deux choses s'articulent entre ce qui peut s'apparenter à un projet politique ou philosophique ou sociétal et finalement sa traduction dans un monde qui n'est pas parfait, puisque c'est celui qu'on souhaite transformer, mais dont on doit tenir compte, ce qui fait que, évidemment, ces beaux projets sont dans la réalité beaucoup plus modestes que ce qu'ils voudraient être. Donc, moi, je dirais, enfin, en ce qui me concerne, ça s'est traduit par une espèce de dilemme entre des conceptions extrêmement radicales d'une part,
et d'autre part, la réalité qui s'imposait à moi. Donc, à Montreuil en transition, quand nous avons lancé, on a commencé par lancer un groupe de travail. Les villes en transition, en fait, les initiatives de transition s'organisent en groupes de travail. Ces groupes de travail se transforment en groupes d'action et ces groupes d'action s'autonomisent et mènent leur vie. Et en ce qui concerne la monnaie, c'était un groupe de travail économie sur Montreuil. Ça s'est orienté très très vite vers les décisions de faire une monnaie locale. Et là, on a eu des discussions alors qui n'ont pas duré longtemps, mais qui ont été un peu théoriques sur quel était le projet, notre projet politique, en quoi, enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et il est apparu que les uns les autres, complètement différentes. Alors, ça s'est réglé par le fait que on s'est lancé quand même. Et on s'est dit que de toute façon, on allait être confronté à une réalité qui fait que on allait voir ce qu'il allait se passer. Et moi, je n'étais pas d'accord sur la philosophie globale de créer une monnaie locale complémentaire. Donc, les 3/4 ou 95% des monnaies locales en France sont dites complémentaires, c'est-à-dire qu'elles sont adossées à l'euro. Voilà. Donc, ce sont des monnaies qui ne sont pas tout à fait libres par rapport à la monnaie dominante. Alors, moi, j'étais absolument opposé. Moi, je souhaitais justement, en bon libertaire et en bon autogestionnaire, quelque chose de beaucoup plus radical. Et je ne regrette pas d'avoir rejoint finalement l'aventure, parce qu'effectivement, c'est quasiment impossible actuellement en France de développer une monnaie locale qui ne soit pas complémentaire. Donc je ne regrette pas. Et en fait, il s'avère que il y a des tas d'autres expériences, et notamment la June, qui est une expérience de monnaie libre, qui est indépendante, par exemple, de l'euro. Donc, tout ça pour dire que les outils ou les technologies qu'on va mettre en place, y compris les technologies d'échange comme une monnaie locale, eh bien, elles sont imparfaites forcément, puisque nous sommes dans une période de transition. La question, c'est comment la technologie peut-elle continuer à véhiculer les valeurs de la société que je veux construire. C'est ça, donc on parlait de récupération par le système tout à l'heure, c'est exactement dans la même chose. Il se trouve que la pêche monnaie locale, actuellement, eh bien, j'estime qu'elle véhicule toujours, enfin ceux qui la font fonctionner, véhiculent toujours cette idée, cette éthique, voilà, qui est son éthique de départ. Et j'en suis très heureux parce que voilà, les monnaies locales en Île-de-France, par exemple, n'ont jamais pu se mettre en place. Et c'est la première fois que ça commence à devenir sérieux et que voilà, ça donne quelque chose. Mais c'est un combat permanent entre, j'allais dire, une efficacité, une recherche d'efficacité, voilà, et puis à côté un certain nombre de valeurs qui pourraient être un frein du point de vue du développement de la monnaie, par exemple. Du point de vue capitaliste, c'est un frein. Alors que nous, justement, c'est fondamental. C'est ce qui, voilà, aucun intérêt pour moi de faire une monnaie locale, par exemple, qui serait tout à fait dans le système. Voilà. Donc, on navigue en permanence entre un principe de réalité, c'est une expression que je déteste, mais c'est quand même le cas, et un idéal ou une vision, un projet, voilà, politique et philosophique, qu'il s'agit de ne pas oublier.
Pour moi, c'est ce qui est Oui, alors pour moi, ce qui est très très important, c'est quand même le translocal. Donc on va dire qu'il y a, pour simplifier, il y a trois niveaux. Il y a le local. Et je crois que Peter a très bien expliqué l'importance de reconstituer des économies qui sont pour le vivant, etc., au niveau local. Donc ça, c'est vraiment tout à fait nécessaire. Et pour moi, ça passe aussi par la création de communs. Donc, c'est-à-dire de gérer des ressources d'une façon différente que par la compétition marchande. Et donc de gérer les ressources d'une façon vers une pérennité. Et historiquement, l'État et le marché sont des systèmes dégradatifs et extractifs, et les communs sont la seule institution humaine qui a réussi dans l'histoire pendant des centaines d'années à maintenir des systèmes en équilibre. Donc ça, c'est le premier pas, c'est renforcer les communs au niveau local. Alors moi, je crois que, je ne sais pas ce que Bernard en pense exactement, parce que tu as fait une remarque au début, mais moi, je crois que le national ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'intégration, et de toute façon, on a besoin de vie territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des groupes en conflit sur un même territoire, donc il faut des institutions territoriales, alors que ça va être l'État-nation ou pas. Moi, je ne sais pas trop, mais moi, je ne serais pas affirmé que l'État-nation est terminé. C'est sûr qu'il est insuffisant. C'est sûr que pour le moment, il est en perte de vitesse, mais en même temps, il y a des grandes forces sociales, souverainistes, etc., qui vont dans le sens contraire. Et j'ose pas anticiper trop de quel côté ça va aller. Mais le troisième niveau, je crois qu'il est important. Et donc, une façon de penser dans nos petits groupes autour de la Fondation Père à Père, c'est ce qu'on appelle le magistère des communs. Donc, c'est-à-dire, nous, on constate qu'il y a des magistères pour la culture, pour l'économie, pour la politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'institutions combinées qui font que on sait très bien, par exemple, quand il y a une crise comme le Covid, ben, on sait qui va s'en occuper. Il y a l'OMS, enfin, il y a des institutions qui sont déjà constituées et qui gèrent plus ou moins bien, en fait très mal évidemment pour le moment, un certain domaine. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est des magistères pour le commun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force institutionnelle aujourd'hui qui peut défendre la pérennité des communautés humaines et extra-humaines. Donc moi, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler, c'est au niveau translocal. Qui va protéger nos océans? Qui va protéger les forêts? Et tout ça, on va devoir gérer. Ça ne veut pas dire qu'on va abolir le marchand et qu'on va abolir l'État, mais essentiellement, on doit maintenir ces ressources de façon pérenne pour pouvoir survivre. Et donc, il y aura un élément, à mon avis, qui est clé, ça doit être communocentré, la gestion de ces ressources, même au niveau planétaire. Et là, évidemment, c'est toute la faiblesse du local, parce qu'on peut très bien avoir une communauté, je ne sais pas moi, de pêcheurs en Sénégambie qui ont depuis des centaines d'années ont des modalités d'organiser la pêche en commun. Mais s'il y a un bateau russe qui passe à 100 km de la côte, ben c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai pas les réponses, mais à mon avis, en tout cas, pour moi, c'est ça la réflexion. C'est quel genre d'institutions est-ce qu'on peut créer au niveau mondial qui peuvent protéger les communs dont nous avons besoin pour pérenniser la vie humaine sur la planète. Ça va pas être facile, mais à mon avis, ça, c'est pour moi, c'est tout à fait clé. Et je vais donner peut-être comme exemple pour finir l'Union européenne, que je critique beaucoup d'ailleurs, par ailleurs, et qui marche pas très bien pour le moment. Mais ce qui est intéressant dans la constitution de l'Union européenne, c'est que c'est une institution qui est au départ non coercitive et qui a réussi à fédérer tous les États européens, enfin ça a commencé par 6, etc., qui ont volontairement joint une institution qui avait des avantages clairs à l'époque et pour éviter la guerre, etc. Donc c'était une institution volontaire et non coercitive
qui à un moment donné était assez intéressante pour créer une couche de collaboration transnationale ou internationale. Donc c'est dans cette direction-là, à mon avis, qu'on doit chercher des réponses. Oui, je partage tout à fait le point de vue de Michel sur la nécessité d'investir le translocal et d'investir ou pas, mais il y a une nécessité absolue de translocal parce que sinon, comme je posais la question tout à l'heure, mais je la repose, de ces micro-communautés multiples, qu'elles soient numériques ou pas, mais le modèle sera numérique vu les réseaux sociaux qu'on ne peut pas effacer d'un trait, quelle que soit leur partielle toxicité, j'y reviens, elles vont s'articuler à quelle institution? On ne peut pas faire l'économie. Il y a un moment donné où on est au pied du mur. Quelle institution la libre parole ou l'horizontalité, c'est très bien, mais il y a un moment donné où on est devant un mur. Et par nature, un mur est vertical. On tourne autour, on passe dessus. Peu importe. La question, c'est de le gérer. Et quelles institutions? Donc, moi, je souscris parfaitement à ça. Sauf que, pour le modèle européen, enfin, modèle, de nos jours, on a du mal à appeler ça un modèle, mais la première génération avait toute l'ouverture en termes de paix en particulier que tu évoquais, Michel. Mais ce que c'est devenu quand on a des Orban et autres, on voit très bien qu'on recoince sur des. Alors, l'État-nation, pour le moment, on l'a en pleine figure de toute façon. Hein. Donc, Oui. il est loin d'être à bas. Et les gens, quand on voit l'épisode Covid, qui est quand même un révélateur politique majeur, un révélateur politique, culturel et historique majeur de l'état des sociétés, on voit très bien que le national prime. Sinon, c'est une sorte ce qu'on appelle l'échec européen ces jours-ci, qui n'est pas un échec absolu, mais on n'a pas trouvé la solution en termes institutionnels qui permet de maîtriser tous les enjeux locaux, en particulier en termes environnementaux, tels que tu les évoquais. Il y a un grand trou, enfin il y a plusieurs trous, mais je veux dire, la question elle est institutionnelle. Et il faut des institutions qui ne soient pas verticales, qui laissent la parole à l'horizontale, mais qui en même temps, à un moment donné, la transforment en verticalité. Et sans ce passage à une verticalité, il n'y a pas de démocratie. Mais sans qu'on parte de l'horizontalité, il n'y a pas de démocratie non plus, parce qu'elle ne sera pas participative ni inclusive, comme on dit de nos jours. Et donc, oui, vas-y. J'aimerais bien répondre. Mon avis, c'est que donc le droit vient après la pratique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des activités constituantes. Oui, Et oui. donc aujourd'hui, on est en crise, donc il y a des communautés qui vont se constituer, il y a des institutions qui vont se constituer et qui vont nous donner des éléments de réponse sur le futur. Et donc mon premier point, c'est que on n'est plus dans l'international. Donc on doit réfléchir au transnational et c'est tout à fait différent. C'est-à-dire dans l'international, sur les nations qui sont représentées et qui vont peut-être inviter de rentrer donc les conseils économiques et sociaux, mais ça reste national avec une invitation vers l'extérieur. Le transnational, il est constitué par des entités qui ne sont pas des États. Donc ça c'est très important. Moi, je crois qu'on va vers l'institution de forces transnationales qui vont après donner des institutions qui seront reconnues dans le monde. Et on est évidemment très au début de ça. Mais alors, deux exemples, peut-être un que vous n'allez pas aimer, c'est celui-là de la crypto. Donc, nous avons aujourd'hui des communautés constituées dans le monde entier et qui brassent déjà des valeurs économiques extraordinaires et qui sont en train de développer un pouvoir envers les États. Donc, on sait déjà que les GAFAM ont déjà forcé le Danemark à avoir un ambassadeur vers les GAFAM. Donc, c'est une reconnaissance de leur souveraineté. Hein. Mais aujourd'hui aussi déjà des négociations qui sont entre des communautés crypto et des villes américaines ou des États américains pour créer des villes autonomes. Donc, il y a, juste pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des institutions nouvelles qui sont en train de naître, même si on ne peut pas aimer
cette évolution particulière. Alors moi j'ai une intervention particulière quand je travaille avec des villes, donc j'ai travaillé avec la ville de Gand et j'ai un peu travaillé avec la ville de Séoul. Et donc c'est l'idée de constituer des. J'ai un peu expliqué le raisonnement. Donc nous devons mutualiser les systèmes d'approvisionnement dans les villes. Donc il y a un mouvement qui s'appelle réduction facteur 20 et qui dit voilà pour diminuer le poids thermodynamique matière-énergie de l'humanité sur la nature, nous devons mutualiser de façon substantielle nos modes d'approvisionnement dans les villes. Et donc, il y a des projets qui visent à, avec 5% d'énergie, maintenir un système complexe. Et il y a déjà des exemples où ça marche. Par exemple, au niveau du transport commercial, avec un système de cargo bike et de vélo électrique, on peut diminuer de 95% la charge énergétique de ce transport tout en maintenant le même volume de marchandises. Donc c'est techniquement possible et ça a déjà été prototypé et expérimenté. Donc on voit partout, donc ça a été décuplé sur 10 ans depuis 2008, on voit partout émerger des projets comme Airbnb, comme l'achat collectif de nourriture organique, comme aux Pays-Bas, donc les consommateurs ils commencent à acheter des fermes, comme Terre des Liens, comme Atelier Paysan, etc., etc. Et le grand problème que nous rencontrons dans ce domaine, c'est qu'il y a une fragmentation énorme. C'est-à-dire rien qu'en Toscanie, il y a 13 logiciels dans l'économie solidaire pour commander de la nourriture organique. Donc c'est un gâchis d'énergie qui est extraordinaire. Donc la proposition est la suivante. Donc c'est que premier niveau, c'est le niveau des coopératives distribuées locales. Deuxième niveau, c'est ce que j'appelle la ville partenaire. Donc, c'est la ville qui organise les coalitions de soutien locales pour faire vivre ces communs d'une façon convenable et avec du soutien nécessaire. Et ça se retrouve au niveau translocal. C'est-à-dire que vous avez au niveau translocal, donc je vais d'abord dire en anglais, Global Open Design Depositories. Donc, moi, j'appelle ça les protocoles, les coopératives de protocoles. Donc, c'est-à-dire que tous les logiciels pour faire l'infrastructure, par exemple, de Airbnb, qui est une alternative orientée commun à Airbnb. Donc, c'est absurde que toutes les villes développent ce même logiciel. C'est tout à fait absurde, mais on peut très bien créer un commun qui a tous les logiciels nécessaires. Le local peut puiser cette force et l'adapter localement, le changer et remettre les changements dans le commun. Donc, ça, c'est un peu la méthode open source classique. Et on peut aussi créer au niveau translocal des coalitions d'investisseurs éthiques, d'impact, coopératives, finances éthiques, etc. Donc ça, c'est un peu un modèle, à mon avis, qui donne une vision potentielle. Il y a des germes, mais ce n'est pas encore fait, d'une institution interville avec une gouvernance translocale qui ne passe pas nécessairement par l'État-nation, mais qui me paraît tout à fait réaliste. Donc si ça se fait, et c'est en train de se faire en tout cas au début, on peut s'imaginer dans 10, 20, 30 ans qu'il y aura des institutions translocales qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont avoir un rôle tout à fait important dans l'économie et dans la politique mondiale. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc moi, le concept que j'emploie pour ça, c'est l'État partenaire ou la ville partenaire et les protocoles de coopération publique commun. Donc il y a déjà à Bologne, ça s'appelle la régulation de Bologne, pour le soin et la régénération des communs urbains. Ça a été repris par 250 villes italiennes et ça a mobilisé 1 million d'Italiens pour prendre soin des communs dans leur ville. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment du potentiel, on va dire, constituant par le biais des communs. C'est les communs. C'est les seuls. Enfin, pour moi, il n'y en a vraiment pas d'autres. Sinon, c'est que tout est bétonné. Alors, moi, j'ai été très, très intéressé par ce qui s'est passé au Rojava, dans le nord de la Syrie,
quand les Kurdes ont récupéré, ont combattu l'État islamique et ont récupéré le nord de la Syrie et ont installé un système qui est inspiré de Murray Bookchin, un Américain qui a développé le municipalisme libertaire, le communalisme. Donc l'idée, c'est l'autogestion plus le local. Et effectivement, la question qu'on me pose toujours, c'est mais vous êtes bien gentil avec vos trucs dans vos villages, mais qu'est-ce qu'on va faire au niveau du territoire, d'un territoire beaucoup plus grand, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je voudrais en revenir à la question de la technique qui va être utilisée. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir un système autogéré, par exemple, à partir du moment où c'est très très difficile d'autogérer 100 millions de personnes, par exemple. Voilà. Donc, soit on dit, l'autogestion ça marche pas, donc faut passer à autre chose. Soit on dit, eh bien, alors à moins de trouver évidemment un système autogéré qui marche sur 100 millions de personnes, soit on dit, mais est-ce qu'on a besoin d'être 100 millions? Voilà. Et la question, elle est de plus en plus posée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la population se rend compte que les techniques ne sont pas innocentes, elle est amenée à inventer ses propres techniques. Voilà. Dans les processus de transformation de ce qui se passe actuellement, il y a la question de l'autonomie par rapport à l'État, principalement, parce que, bon, principalement, c'est l'État qui est en cause. Eh bien, on s'aperçoit, par exemple, que les grandes institutions, les partis politiques, les syndicats classiques ne remplissent plus ne font plus le job et n'ont jamais été autonomes, y compris du point de vue économique, par rapport à l'État. Il faut savoir que, par exemple, la CGT, qui est encore le premier syndicat en France, eh bien, c'est celui qui reçoit le plus de subventions du gouvernement. Voilà. Donc, il faut passer à autre chose. Et la question de l'échelle, elle est super importante pour moi. Je prétends que il est possible de tenir compte des échelles supérieures au local dans la gestion, on va dire, du monde, mais ça ne sera pas avec les outils du système actuel. Voilà. Donc, bon, et ça s'appelle le fédéralisme. Hein, c'est ça le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est justement une articulation entre un système de pouvoir, on va dire, pour aller très vite, horizontal, et une question d'échelle. Voilà. Et donc, je pense que c'est très possible d'articuler le local et ce qui est au-dessus. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'on aura beau créer du transnational, ce que vous voulez, eh bien, sans le local, on est foutu, parce que c'est quand même la population qui produit, et ça, on pourra le tourner de toutes les manières. On n'échappera pas au fait que c'est le local qui nourrit le régional, le national, le mondial et l'international. Donc, en fait, l'idée de tout le pouvoir au local, elle est très simple. Et c'est pas parce que on part du local qu'on oublie les niveaux supérieurs ou au pire qu'on est incapable de penser les relations avec les autres. Moi, je pense que, alors, il se trouve que j'ai eu la chance de faire des études d'ethnologie et d'anthropologie. Eh bien, quand vous voyez, si on reprend un exemple africain, par exemple, eh bien, quand vous voyez que la moindre tribu de pygmées au fin fond de l'Afrique centrale,
eh bien, ça fait des siècles qu'ils ont toujours des relations, y compris commerciales, avec le monde entier, quelque part. Donc, en fait, c'est une question d'organisation, mais voilà, je pense qu'il faut faire très très attention à cette espèce de. Alors, je dis pas que Michel l'a dit, hein, mais que je trouve qu'il y a une tendance dans les discussions qui va très très vite vers soit ce que vous proposez, c'est complètement utopique parce que il faudra toujours un État, il faudra toujours des gens qui commandent et des gens qui réfléchissent à notre place. Bon, et une fois qu'on sort de ça, c'est l'impuissance, c'est-à-dire mais ça marchera pas votre truc parce que c'est pas votre AG de gilet jaune de Montreuil qui va régler les histoires de la planète. Par exemple, Michel, quand tu prenais l'exemple de la communauté sénégalo-gambienne de pêcheurs et qui sont foutus en l'air par le bateau russe. Bon, seulement dans un système, en imaginant une société où le local est beaucoup plus important, il n'y a tout simplement pas de bateau russe. Il n'y a pas de bateau russe. Il n'y a pas de bateau russe qui croise aux environs. La question, pour moi, elle est réglée. Mais qui c'est qui va interdire les bateaux russes? Quelle est l'autorité qui va interdire? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je perçois depuis une quinzaine d'années un mouvement extrêmement profond de changement, mais pas seulement de la société, vraiment extrêmement profond. Le problème, c'est un problème d'intendance. L'intendance ne suit pas. C'est-à-dire que les dispositifs qui étaient censés changer la société ne font plus le job. Donc, la question, c'est, elle renvoie au fait que chacun doit se débrouiller sur son terrain, et ça donne Notre-Dame-des-Landes. Hein. Notre-Dame-des-Landes, il lutte contre le système, ça c'est bien, mais il développe ce qu'on pourrait appeler d'un mot que je déteste aussi, la gouvernance. Hein. Il développe finalement en interne une organisation qui préfigure la future société et qui n'est pas calée sur l'organisation actuelle hiérarchique de la société. Et la troisième chose, c'est que il développe une autonomie économique. Voilà. Tout ça, c'est pour moi les trois conditions qui vont permettre un changement profond, réel. Ça ne va pas être du greenwashing ou du je sais pas quoi washing. Donc en fait, les dynamiques qu'on constate actuellement, c'est des dynamiques d'autonomisation. Et ce qui est très très intéressant, moi je vois sur Montreuil par exemple, eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que ces petites dynamiques d'autonomisation, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez costauds pour pouvoir affronter le monstre étatique. Eh bien, les barrières commencent à tomber. C'est-à-dire, il y a un décloisonnement qui est extraordinaire qui se passe en ce moment, avec des gens des marxistes-léninistes qui commencent à parler de permaculture. Quand moi j'ai découvert ça, j'ai été sidéré. Et ça, c'est extraordinaire parce que il y a des groupes qui à la fois sont de plus en plus autonomes à tous les niveaux, mais qui en plus commencent à se fédérer et pour être plus forts. Alors évidemment, ça c'est ce que je constate au niveau local, et évidemment après il y a c'est pas ça qui va régler le problème du démantèlement du nucléaire ou de sauver les océans. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je pense qu'il faut pas pour moi, c'est le principal, ce qui se passe en ce moment sur le plan local, et il ne faut pas faire passer ça au second plan, parce que si on s'occupe de transnational, eh bien, c'est une énergie qu'on va utiliser pour autre chose que développer le local.
Et le local, il est tellement indispensable. De toute façon, on ne pourra jamais rien faire sans le local. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose à ce point-là, bon, je laisse à Peter son affirmation que les Pygmées sont quasiment une chambre de commerce internationale. J'ai pas très bien compris, mais factuellement, c'est douteux, mais peut-être que tu as des informations. C'est un détail, ça mérite pas réponse. Le monstre étatique, c'est un fantasme. L'État, on a vu par le Covid, l'État est dans une sorte d'impuissance et de faiblesse radicale. Donc, on peut pas nourrir le local par des fantasmes sur le monstre étatique. La question, c'est à quel moment on fera rentrer l'État ou à quel moment on le jettera à la poubelle. Et ça, je comprends bien comme question. Radical. Pour être radical, c'est radical. Mais le monstre étatique, ça peut marcher dans un meeting, mais je veux dire, c'est pas sérieux quand on a un État aussi peu puissant que celui qu'on a nous-mêmes, mais il y a d'autres pays. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de décerner des bons points, mais dire que le monstre étatique, il n'y a pas de monstre. C'est une bête domestique qui marche à coups de fouet ou est-ce qu'on veut. En tout cas, d'élections éventuellement truquées. Moi, il me semble qu'il y a un point important. Enfin, c'est pas un point, mais comment dire, on parle beaucoup de ce qu'il faut faire. C'est ce que j'appelle le yaka. Et il n'y aurait pas de développement des sociétés depuis l'âge de pierre s'il n'y avait pas des gens qui avaient décidé yaka pour sortir de leur état ou s'émanciper, etc. Donc on partage tout ça ici et on n'est pas les seuls. Je pense qu'il y a quand même 90% de nos compatriotes ou même à une échelle plus grande, ça fait consensus de dire que c'est pas bien de rester toujours assis sur la même chaise. Mais on sous-estime, j'y reviens parce que j'ai parlé des GAFAM au début, mais on sous-estime, alors je vais pas faire un monstre des GAFAM, comme tu sembles le faire d'un monstre étatique, parce que ce serait aussi un fantasme. Mais néanmoins, il faut bloquer les gros, qui sont le principal obstacle à tout ce qu'on a discuté depuis le début. Alors, c'est pas un début de conclusion, mais si on ne trouve pas les moyens de bloquer les gros, de bloquer ceux qui capturent, de bloquer ceux qui capturent les initiatives et qui vont capturer, y compris, qui vont essayer de capturer au niveau du translocal. Je veux dire, il n'y a aucun niveau qui échappe aux enjeux de pouvoir et on comprend bien ce que je veux dire, de capture. C'est-à-dire, à un moment donné, rentrer dans le système et en prendre le contrôle. Une sorte de putsch, si vous voulez. Même pas militaire, mais en l'occurrence. Je veux dire, il me semble que dans tous les propos qu'on tient, il faut toujours identifier les adversaires. Et plus on les identifie, plus on les neutralise. C'est quasiment un point de méthode, parce que sinon, on est dans le yaka. Qui est bien documenté, qui est finalement la seule fenêtre qui est ouverte sur le monde de demain pour pas être désespéré de celui d'aujourd'hui. Donc là-dessus, on est tous d'accord, je suppose, à des degrés variés. Mais le pouvoir de l'adversaire, c'est fondamental. C'est pas un jeu d'échecs, mais enfin, ça y revient un peu. Comment dire, il faut, comme tous nos sujets supposent que on sache où ça va coincer, qui va mettre des bâtons dans les roues et comment on peut le neutraliser. Sinon, le risque de déclamation, il est patent. Ouais. Je me rends compte que ma montre tourne dangereusement et qu'on doit on doit arrêter ce débat à 16 heures, c'est-à-dire dans 10 minutes. J'aurais voulu, je suis pas intervenu parce que j'ai écouté les uns les autres et j'ai eu plusieurs fois envie d'intervenir, mais bon, ça s'est pas fait. Mais je voudrais juste dire, alors là, en tant que je vais jouer mon rôle de théologien, puisque c'est un peu à ce titre-là qu'on m'a invité, en rappelant juste et en laissant à votre réflexion cette parole c'est Jésus qui dit, quand on lui demande si on doit payer l'impôt et si on doit utiliser la monnaie de César, en fait, c'était ça. Doit-on utiliser en territoire occupé la monnaie locale ou la monnaie de César, la monnaie de l'Empire romain? Et il répond, rendez à César ce qui est à César
utiliser cette monnaie pour payer l'impôt, pour ces choses-là, mais en la désacralisant totalement. Rendez à César ce qui est à César, et puis il dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, faites votre vie à côté, développez d'autres choses à côté. Et je trouve que là, il y a c'est une lecture très rapide et un peu théologique de la question, mais je crois qu'il y a des choses à en tirer. Et en désarrimant, d'une certaine manière, certain nombre d'activités, y compris économiques, de l'État et de la monnaie centrale. Mais voilà, malheureusement, donc on est au bout de nos discussions. On devait avoir 10 minutes chacun pour conclure. On ne les a pas, mais on peut en tout cas faire un rapide tour de table pour chacun apporter nos conclusions avant de terminer. À moins qu'il y ait des questions qui viennent du public, je ne sais pas, il y avait aussi un temps prévu pour ça? Non? Donc, on peut passer à ce tour de table peut-être pour terminer? De conclusion? Bon, je vais me lancer pour. C'est extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile de conclure quand on fait tant d'ouverture que ce que on a essayé de faire. Je veux dire, quand on ouvre, on a du mal à fermer. C'est banal. Moi, je voudrais juste reprendre ou même répéter, parce que c'est plus explicite ce qu'il disait. En l'état de la réflexion sur tous les sujets et les intérêts que dans une large mesure on partageait tous les quatre, il me semble que j'insiste sur le fait que bloquer l'adversaire, bloquer les gros, gérer les obstacles. Gérer les obstacles est un élément fondamental de la gestion d'un projet, quelle que soit la nature du projet. Ça veut dire de nos jours maîtriser le marché, maîtriser les GAFAM, pour prendre le symbole des GAFAM comme un type de dérive du marché en quelque sorte. On parlait d'impérialisme au XXe siècle, mais enfin il y a un impérialisme naissant des GAFAM qui est en train de se présenter. C'est pas l'unique sujet, parce que ça laisse tous les sujets qu'on a abordés, qui sont les plus importants, mais tant qu'on n'aura pas neutralisé ce type d'adversaire ou d'obstacle, ils vous diront jamais qu'ils sont adversaires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça fait partie de la technique. Tous les risques de capture de toutes les initiatives, il faut vraiment, c'est ça qui doit être maîtrisé. Et à la fin, le seul instrument, enfin non pas à la fin, mais pour le moment, le seul instrument qu'on a, c'est la loi. Et ça renvoie à l'État. Et ça renvoie à l'État-nation, ou en tout cas à des parlements. Et ça renvoie à la démocratie représentative, dont on sait qu'elle est en très mauvais état. Les gens ne font pas confiance et ne veulent pas déléguer. Le local, il est bien lié à l'absence de transmission entre le local et le non local. Donc, on a déjà beaucoup, on a des ambitions extrêmement explicites qu'on a évoquées aujourd'hui, mais pour qu'elles passent à un niveau de réalité supérieur et plus efficace, je pense que maîtriser les obstacles, c'est le fond de la méthode. Je me permets d'apporter ma conclusion dans le prolongement de celle de Bernard. Moi, je suis très sensible à cette idée selon laquelle on doit trouver la solution de mettre d'apporter des contrepoints dialectiques à la puissance et au pouvoir des gros, pour employer, je crois que c'est le mot qu'il a employé. Je constate qu'effectivement, il y a une énorme difficulté à maîtriser l'argent, la monnaie, que l'humain n'arrive pas à maîtriser la monnaie, tout simplement parce qu'elle a sa puissance propre, ça a été évoqué, elle a son pouvoir propre qui excède l'humain. Et comment est-ce qu'on peut
reprendre la main, comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir sur cette puissance qui nous dépasse. Il me semble que là, des pistes ont été évoquées et je crois que la question des monnaies locales, moi, m'intéresse particulièrement. Ça mérite d'être développé dans de multiples directions. Et pour moi, et pour répondre un petit peu à ce que disait Bernard avec son souci de garder une dimension transnationale à toute cette réflexion, c'est que pour moi, il y a une dimension universelle qui est une réponse à cette mondialisation et il y a d'autres manières de vivre l'universalité de notre humanité que celle de la mondialisation actuelle. Mais il ne faudrait pas, au nom du rejet de la mondialisation telle qu'elle est, rejeter l'universalité de l'humanité. À mon sens, et se replier sur soi, dans sa petite culture, dans son repli, enfin, sur son identité propre, c'est la porte ouverte à tous les replis identitaires. C'est pas la peine que je vous fasse un dessin, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc voilà, moi je retiens ces éléments-là et cette nécessité de désacraliser cette religion de la monnaie et de l'argent de façon à la rendre quelque part, à rendre le pouvoir non pas une instance abstraite et au-dessus de nous, mais à la rendre à l'humanité. Alors, moi, pour aller dans votre sens à tous les trois, alors moi on a parlé d'écosystème tout à l'heure, et moi j'ai envie de parler de biodiversité. Et en fait, il y a une biodiversité humaine qui est aussi importante et capitale, aussi bien dans la pensée, hein, la circulation de la pensée, que à tous les autres niveaux. En ce qui concerne les expériences monétaires, et même au sens, même encore plus au-delà de ça, eh bien, on constate une énorme biodiversité. C'est-à-dire que on a une espèce de rouleau compresseur médiatique qui va faire l'impasse sur beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui sont extrêmement à la fois très riches et très diverses. Donc si on ramène la discussion à la question de la monnaie, eh bien il y a on voit qu'il y a plein d'alternatives, non seulement qui ont été réfléchies, testées, etc., mais qui sont en fonctionnement. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a depuis pas mal d'années, il y a un certain nombre de gens qui font fonctionner finalement la future société. Elle est déjà là. Voilà, moi j'ai coutume, alors je ne suis pas historien, mais j'ai coutume de situer notre époque à la veille de la Révolution française, où finalement on se rend compte que le pouvoir absolu de la monarchie absolue, qui était l'alpha et l'oméga de l'horizon politique, eh bien il est tombé finalement parce que ça faisait une centaine d'années que ça avait déjà commencé. C'est-à-dire que toutes les institutions de la future République française étaient déjà en place quelque part, peut-être pour certains que dans les têtes, mais pour d'autres, concrètement, il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient déjà. Et moi, j'ai l'impression de vivre déjà, dans mon expérience quotidienne et locale, déjà d'expérimenter la société dont je rêve. Hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement en tant que pour prendre mon exemple personnel, j'utilise cette monnaie locale. Il se trouve que j'achète la majorité de mes produits en monnaie locale, ce qui est déjà une chance. Voilà, mais par ailleurs, je suis cofondateur de la première AMAP de Montreuil. Par ailleurs, je suis à la NEF, qui est une banque éthique.
Par ailleurs, j'ai pris une part dans Électron Solaire, qui était une coopérative citoyenne d'énergie. Donc tout ça pour vous dire que et finalement les choses, on n'attend pas. J'ai l'impression que nous n'attendons pas justement que on vienne nous expliquer comment vivre et comment changer la société, puisque ceux qui prétendent nous l'expliquer ont failli. Voilà, ils ont failli complètement. Ce que je trouve quand même très encourageant, c'est que ça n'a pas entraîné que de la désespérance dans la population et que les gens s'organisent. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est quand à Montreuil, la population a commencé à fabriquer des masques par centaines et par centaines et a été très efficace. On a eu des dizaines de milliers de masques qui sont arrivés en 2 semaines, qui ont été livrés dans des pharmacies, etc., sans attendre que l'autorisation du gouvernement pour savoir si les masques qu'on fabriquait étaient aux normes, etc. Et ça, c'est très, très encourageant. Voilà. Ton micro. Micro. Pardon. Donc, j'ai juste confirmé les paroles de Peter. Et voilà, moi, je crois aussi qu'on est dans une période constituante. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit être conscient des obstacles, mais on doit surtout aussi faire des utopies concrètes, c'est-à-dire des expériences préfiguratives pour survivre et vivre heureux dans des temps qui vont être très difficiles. Et voilà, et c'est ces germes aujourd'hui qui vont construire le futur. Merci de m'avoir accepté parmi vous jusqu'à maintenant. Donc, nous arrivons au terme de cette rencontre et je crois qu'on va avoir, on attend le générique de fin et nous nous disons donc au revoir et qui sait, à une prochaine fois pour d'autres débats. Merci beaucoup. Au revoir à tous et merci. Au revoir.